Merci de vous joindre à votre magazine Le Point qui reçoit pour vous aujourd'hui Daniel Mbaous-Kissa, député national, secrétaire national du MLC en charge des questions juridiques et droits humains. Il est constitutionnaliste. Merci honorable d'avoir répondu à notre invitation. J'en suis honoré, tout aussi M. John Ngobois. Merci. Avec vous, nous allons parler de la proposition de loi que vous avez déposée dernièrement à l'Assemblée nationale. La proposition sur les services militaires obligatoires. Dites-nous, quelle a été votre motivation? Les services militaires obligatoires a un fondement constitutionnel. C'est pas moi qui ai souhaité que les Congolais, lors de la votation, lors du référendum, c'est pas moi qui ai décidé que les Congolais puissent massivement adopter cette constitution. Ils l'ont voulu et cette constitution, à mon avis, doit être appliquée dans son entièreté, dans sa globalité. Et lorsque vous la passez en revue, vous remarquez que l'article 63 pose les principes d'un service militaire obligatoire. Voici ce qu'il dit en substance. Il peut être instauré un service militaire obligatoire en République démocratique du Congo. Mais dans les langages techniques, j'allais dire légistique, l'indicatif qui renferme cette phrase implique l'impérativité. C'est-à-dire que c'est une obligation pour les législateurs de pouvoir aménager, n'est-ce pas, des outils pour assurer l'application de la Constitution en cette disposition-là. De 2006 à nos jours, il n'y a jamais eu de mise en œuvre de la Constitution. C'est comme ça que nous avons décidé, sur base des motivations que nous allons déployer ici dans le cadre de votre émission, hormis la motivation juridique spécifique et constitutionnelle, le pourquoi de ces services militaires obligatoires. Bon, de manière globale, nous avons deux objectifs généraux. Le premier objectif, c'est la construction de l'identité nationale. Par l'armée ou par à travers les services militaires obligatoires. Et je vais en donner la définition sémantique de ce que j'attends par service militaire obligatoire. Et les liens avec la construction de l'identité. Justement. Ouais. Parce que si on ne se met pas d'accord sur le contenu des concepts, on se perd en conjecture. Bien sûr. Et donc le service militaire obligatoire ne veut pas dire devenir militaire ad vitam ad aeternam. Ça veut dire rester sous le drapeau toute sa vie. Non. Le service militaire ne veut pas non plus dire qu'on deviendra demain un policier ou djana, ou que l'on va être caserné quelque part définitivement, ou qu'on va exposer sa poitrine pour recevoir des balles, de sorte à assurer l'intégrité territoriale de la RDC. Non. Le service militaire, c'est une période probatoire. C'est en quelque sorte un cadre de préparation professionnelle qui prépare les jeunes gens aux responsabilités d'État. Mais c'est aussi un cadre de conversion sociale, parce que le service militaire permet aux jeunes qui ont raté la vie, aux jeunes désœuvrés, entre guillemets même nos frères Koulouna, à être utiles à la société. Oui, mais qu'est-ce qui entre dans militaire à partir de ce moment-là? On dirait plutôt les faits d'armes plutôt qu'une formation idéologique ou, j'allais dire, patriotique. J'aurais bien voulu décliner les objectifs généraux, mais vous avez pris la parole à l'arraché. Allez-y. Ça vous aurait permis à comprendre l'économie générale du texte. Allez-y. Donc je disais la construction de l'identité nationale comme un des objectifs principaux. Ça veut dire que le Congo, depuis 60 ans à nos jours, est caractérisé par un foisonnement culturel et des tribus qui font en sorte, ces tribus, que le Congo aujourd'hui soit désagrégé à partir de l'intérieur. Un Congolais se reconnaît plus dans sa tribu que dans la nation. C'est un conglomérat des tribus, Justement, le Congo. Le Congo souffre de la transnationalité et de la pluriethnicité. Et ce qui fait qu'un Congolais est d'abord membre de sa tribu avant d'être Congolais. Avant même d'être membre de son parti politique. Même avant d'être membre de son parti politique. Ouais. Observez même les débats dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Vous remarquerez, regardez les noms qui pilulent les réseaux sociaux. Il suffit simplement d'attaquer la Mouka, n'est-ce pas? Vous remarquerez qu'il y a un Matondo qui va apparaître pour vous récupérer. Tout à fait. Il suffit simplement d'attaquer Moïse Katumbi. Vous allez voir un Moussafiri apparaître pour vous récupérer. Un Ngbanzo apparaître parce que vous avez insulté Jean-Pierre Bemba. Il suffit simplement de dire que la gouvernance de Fachi est chaotique,
qu'un Kassaïen vous dise que vous avez la haine. Vous vous rendez compte? Dans une république, ce langage ne peut jamais prospérer. La haine contre son compatriote, c'est inacceptable. C'est comme ça, les Romains déjà, depuis, expérimentaient ces services militaires obligatoires. Les Romains avaient difficile à combattre leur propre patrie. Il y en a qui disent, ben, on va avoir des factions armées. Non, c'est faux. Parce que les Romains, il vous souviendra de l'histoire romaine, la guerre qu'il y a eu entre Marc-Antoine, en fait, Jules César à l'époque et la Rome, après les premiers triumvirats. Et lorsqu'il a franchi le Rubicon, mais des textes secondaires renseignent que certains des militaires romains marchaient à pas pesant, à pas de grue. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas admettre combattre contre leurs propres compatriotes. Et c'est de là qu'on tient tous ces concepts séculaires. Cum patria, compatriote, ça a un contenu, ça a un fond. Et donc, la construction de l'identité nationale va nous permettre à nous ressembler. Parce qu'un citoyen, à mon avis, c'est celui qui meurt dans sa tribu pour naître dans la nation, renaître dans la nation. Et donc, en ce moment-là, les intérêts nationaux vont converger. Parce que, M. John, rassurez-vous, on ne peut pas se mettre d'accord si, et avancer ensemble si nous n'avons pas les mêmes priorités. Mais j'essaie de comprendre. Mais là, vous parlez du service militaire ou bien je suis dans un premier aspect. Du service national. Je suis dans un premier aspect. Parce qu'il y a une histoire dans ce pays aussi qui ressemble à peu près à ce que vous dites, hormis l'aspect armé, et encore que les services nationaux faisaient aussi quelque chose du genre. Ma foi, j'aurais bien voulu atterrir en douceur. Allez-y, allez-y. Ça vous aurait permis de me larguer des questions. Allez-y. Et je me serais cette fois-là en bonne disposition pour vous répondre. Donc je disais que la première perspective, c'est la construction de l'identité nationale. Nous n'avons pas d'identité nationale, nous n'avons pas de citoyenneté, nous n'avons pas de civisme. Nous n'avons pas... en fait, nous ne sommes pas conformistes. Et ce qui fait qu'il est difficile qu'on puisse, sur base des idéaux communs, construire une nation. Parce que je l'ai toujours dit, je ne dirai jamais assez, un État sérieux est construit sur la base de la théorie des 3 V. V comme vision, V comme vecteur et V comme volonté politique. Alors, vous pouvez avoir des dirigeants épris de bonne volonté. Mais s'ils n'ont pas de vision, vous évoluez quand un cas dans tous les sens. Ils doivent dégager clairement la vision. Et dans le cadre des services militaires obligatoires, je pense que c'est le cadre de partage de la vision nationale, de l'idéologie de l'État. Parce que derrière l'appareillage institutionnel, il y a une dimension mythologique. Il y a une vision d'État qui doit être véhiculée. Et puis il y a un archétype de citoyenneté qui doit être construit. Voici ce que nous construisons, voici ce que nous voulons ressembler. Parce qu'à un moment donné, la nation doit s'arrêter pour s'émirer et voir effectivement ce qu'elle ressemble, cette nation. Et donc, dans ce cadre-là, sur cette base-là, les services militaires est d'un apport positif dans la construction de l'État. Ça nous permet de faire des projections cinquantenaires, millénaires, ce que nous devenons dans 50 ans, quel type d'école pour nos enfants, quel type d'infrastructure pour notre pays, quel est le type d'homme. Et puis la deuxième dimension, comme ça vous allez me récupérer là si vous en voulez, mais je ne vous donnerai pas l'occasion parce que j'ai blinde déjà. La deuxième dimension, elle porte sur la protection de l'intégrité territoriale. C'est-à-dire l'affirmation des puissances. Nous avons la vocation d'être la locomotive du développement de l'Afrique. Mais en même temps, notre posture géostratégique nous rend vulnérables. Et nous devenons un État fragile. Nous devenons l'épitomée des maux de toute l'humanité. Nous devenons les théâtres des incursions des armées étrangères. En plein XXIe siècle, c'est inacceptable. Et même en termes de densité, comparativement à ces États qui vous entrent ici, nous sommes de loin plus nombreux qu'eux. Nous sommes à plus de 80 millions. Vous prenez un État comme le Rwanda, à peine à 1 million. Il suffit simplement que... On verra avec vous aussi les rapports qui entre la population civile et l'armée. Bon, ben, je pourrais vous poser je comprends bien, je comprends. Ces ratios-là. Je comprends. Oui, comprends. Allez-y. Il suffit simplement que tous ces États-là, qui ont des velléités sur la RDC, apprennent que nos jeunes gens, de 18 à 25 ans, ils sont suffisamment formés. Ils vont réfléchir 2-3 fois pour traverser nos frontières. Et donc, c'est un effet dissuasif. Ça ne veut pas dire que ces jeunes gens sont déversés définitivement dans l'armée. Je l'insiste encore, ça vaut la peine. Ils sont formés pour être répartis dans plusieurs catégories ou dans plusieurs segments. Les premiers segments seraient affectés dans les services nationaux. Parce que dans les services militaires obligatoires, il y a les segments militaires, il y a les segments des réservistes, mais il y a également les segments des services nationaux. J'ai dit, je crois, service national. Oui, service national. Réserviste. Oui. Et puis, il y a un dernier segment, je crois qu'on va en développer tout à l'heure. Dans le premier segment,
segment réserviste. C'est-à-dire, là, ce sont des jeunes gens des élites qui vont, et puis il y en a qui vont rester dans l'armée, s'ils les désirent bien. Et d'autres, par contre, ils vont aller avec les financements de l'État perfectionner les études. Ils vont aller dans les grandes institutions du monde, apprendre la science. Ils vont aller rechercher la technologie. Et sur 15 ans, ils peuvent revenir pour impacter la dynamique développementaliste ici à l'interne. Il y a un deuxième sous-groupe dans cette catégorie qui va être affecté dans la fonction publique. C'est-à-dire que c'est parce que ce sera une formation diplômante. Ceux qui vont avoir le pourcentage allant de 60 à 75. Parce que 75 à au-delà, ce sont les élites qui vont partir et revenir. Et plus tard, ils vont occuper des fonctions de commandement. Et ceux qui vont occuper... Dans l'armée ou dans la vie civile? Non, dans la vie civile. Parce qu'après une année, la démobilisation est automatique. On démobilise tout le monde. Après une année? Une année. On démobilise, mais il y a un encadrement post-service. Cet encadrement sera pris en charge par un arrêté du ministre et à la Défense dans ses attributions. Voyez-vous? Donc, mais il y a une catégorie qui va rester, une catégorie des volontaires, au fait, qui vont s'inscrire dans le volontariat. Il y a une catégorie des grandes élites qui doivent partir, comme en Chine, comme en Inde, qui doivent aller rechercher la science et revenir. La science militaire? Non, la science... L'art de la guerre? Non, pas l'art forcément de la guerre. Ils vont réfléchir sur tous les sens, en droit, en mathématiques, en chimie, en économie, ainsi de suite. En fait, nous voulons une génération de jeunes, en revenant du Congo, qui puissent être en mesure, oui, en revenant au Congo, justement, en revenant au Congo, puissent nous proposer des paradigmes de développement, nous offrir des paradigmes de développement. Ils vous disent, voici le schéma du développement. Et ils vous fixent la durée d'exécution. De telle période à telle période, voici, on fait ça, 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 voici la formule. Et puis la dernière catégorie, j'ai dit, c'est la catégorie qui sera récupérée par toutes les entreprises. Mais plus tard, ça sera une condition d'accès à l'emploi, n'importe quel type d'emploi. Mais la deuxième catégorie, je crois, je répète encore, elle va entrer à la fonction publique parce qu'on a besoin de fonctionnaires disciplinés. Vous remettez en cause les systèmes éducatifs en RDC? Non, mais ce système éducatif, ce n'est pas moi qui les remets en cause. C'est depuis des lustres que ce système éducatif a été décrété non intégral, a été dit non intégral. C'est un système éducatif qui forme des commis. C'est un système éducatif qui a encore des empreintes colonialistes. Vous vous rendez compte? Donc, on nous formait depuis lors pour être des commis, des chercheurs d'emploi. Ce n'est pas un système éducatif qui produit des managers. Alors, je pense qu'avec la réforme, ça aussi, ça vaut la peine, on en parlera. C'est une proposition de loi qui va venir. Il faut qu'on puisse travailler la dimension spirituelle de l'homme congolais, intégrer cette dimension dans la gouvernance et même dans le système éducatif pour permettre à l'homme congolais d'être intégral. Parce que nous formons simplement les individus, mais nous ne formons pas l'homme dans l'homme. Alors, évidemment que j'ai énormément de questions, mais quel est le contenu qui sera mis dans cette formation, dans ces services militaires obligatoires, d'une part? D'autre part, où est-ce que vous les situez dans les cursus scolaires et académiques? Non, mais justement, le contenu, c'est ce que je vous ai dit. Oui. Il y aura des modules de formation. Ces modules seront fixés par des ministères sectoriels, où je vois le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement, qui va proposer des enseignements civiques, les ministères de l'ESU, mais en même temps le ministère de la Défense, de la Jeunesse. C'est un travail pluridimensionnel. Parce que le service militaire obligatoire, c'est un service carrefour. Et même son budget sera pris en charge par plusieurs ministères. Parce que dedans, vous allez voir qu'il y a des segments qui touchent à l'enseignement. Donc, s'il y a un budget pour l'enseignement, il faut y réserver une part également pour les formateurs. Dedans, vous allez voir des segments qui touchent au développement rural. À chaque fois que vous tenterez de réhabiliter des routes, des dessertes agricoles, où vous aurez tendance à faire organiser des planifications de développement à l'intérieur du pays, vous aurez besoin de ces jeunes gens comme main-d'œuvre. Parce que ces services militaires, ma foi, il permet à la République du Congo d'accroître la richesse et d'accroître également la production. Oui, mais alors, je vous ai demandé à quel moment est-ce qu'il intervient dans les cursus scolaires? Voilà, il intervient. Ou académiques. Les cursus scolaires ici ne vaut pas la peine. Parce qu'il y en a
qui n'ont pas étudié, les jeunes Koulouna, les jeunes désœuvrés qui doivent être récupérés dans les services nationaux, qui est un segment du service militaire obligatoire, qui doivent travailler dans les travaux de production. On va faire ce que les Américains appellent les complexes militaro-industriels, ou les triangles militaro-industriels. Vous avez l'État, vous avez les réservistes, et vous avez les industriels. N'est-ce pas? Les industriels, ils vous produisent, ils embauchent ces jeunes gens-là, et ils payent ces jeunes gens-là. Ils travaillent, mais il y a des formateurs qui accompagnent la vie civique de ces jeunes gens. Et ils sont intégrés dans la société. L'État ne va se borner qu'à construire des maisons sociales pour abriter ces jeunes et leurs familles. Et ainsi, la vie continue. Ils vont produire, parce que le Congo, vous savez, ne produit pas. Donc, si je comprends bien, ces jeunes peuvent ne pas être scolarisés. Ils peuvent être... J'en venais. Allez-y. J'en venais, parce que vous avez dit à partir de quel moment? Oui. Oui, il y a d'abord les jeunes qui ne sont pas scolarisés, et puis les jeunes qui sont diplômés. À 18 ans, je suppose qu'on peut avoir déjà un diplôme. Oui, bien sûr. Et puis après, les jeunes qui sont licenciés. Moi, j'ai obtenu ma licence à 23 ans. Et donc, à 25 ans, déjà, on peut avoir un master. Il est possible, à 25 ans, qu'on puisse avoir un master. Donc, cette tranche d'âge-là, qui pourrait être occupée. Donc, ce n'est pas un problème des niveaux d'études. Donc, on vous occupe, mais on vous prend de manière séquentielle. Mais alors, l'intérêt, c'est quoi, par exemple, qu'un licencié se retrouve avec un diplômé ou un non scolarisé, un Koulouna, dans une même formation? Non, mais ça sera... Justement, c'est ça. La question est très fondamentale. On va avoir plusieurs cadres de formation. N'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'ils vont quitter Kinshasa, on va les jeter dans une bourse pour aller apprendre les maniements des armes. Non. Ils peuvent rester ici à Kinshasa. On prend une catégorie où, dans 12 provinces pilotes, comme j'ai prévu, 12 provinces pilotes, et on va récupérer ceux qui font partie de l'intelligentsia. L'État va mettre à la disposition des bus. Ils vont rester chez eux à la maison. Chaque matin, les bus passent, les bus vous prennent, ils vous ramènent au lieu des formations. La formation peut être écrite d'abord, et puis après pratique. Sur le 12 mois, il y a 1 mois de formation pratique, et cette formation pratique va aller de manière progressive. Mais ces garçons, Koulouna, et ils vont aller ailleurs pour autre chose, et ils sont affectés d'office dans les services nationaux. Là où nous avons besoin de la main-d'œuvre. Et ils sont vraiment au cœur du triangle militaro-industriel ou du complexe militaro-industriel. Ils vont travailler avec, si vous voulez bien, avec tous ces entrepreneurs qui auront l'avantage d'investir dans l'arrière-pays. Parce que l'État doit s'organiser à construire des cités, comme j'ai dit, qui vont abriter ces jeunes gens-là. Mais est-ce que ce ne serait pas plutôt un risque de renforcement des capacités des bandits des grands chemins? Vous leur aurez appris à manier les armes, les armes à feu, alors qu'ils n'en étaient qu'aux armes blanches. Et donc, du coup, ils peuvent devenir même une menace pour la police ou l'armée, parce qu'ils vont, cette fois-là, être à pied d'égalité. Non, bien sûr, peut-être parce que vous n'avez pas lu la loi. Je comprends. Écoutez, mais lorsque vous lisez la loi, vous verrez dans les conditions d'accès, il y a des documents qui sont exigés, notamment les casiers judiciaires. Un garçon qui a un passé sale, d'un point de vue judiciaire, ne peut pas être dans le rang de ceux qui vont manier les armes. Et d'ailleurs, qui vont manier les armes? Ce n'est pas tout le monde. Et lorsque vous allez au service militaire à plusieurs branches, il y a ceux qui manient les armes, il y a ceux qui sont dans la grande artillerie, il y a ceux qui sont dans la marine, il y a ceux qui sont dans le renseignement, il y a ceux qui sont dans le minage. Mais lorsqu'on vous apprend comment placer des mines, je ne vous vois pas devenir un facteur d'insécurité après les services militaires obligatoires. Mais encore que, il va y avoir... Mais à la base, tout le monde sait au moins utiliser une arme à feu, hein, monter, démonter. Aux États-Unis, tout le monde sait démonter et monter une arme. C'est une société de cow-boys. Si vous avez déjà été aux États-Unis, parce que quand nous suivions le western à l'époque, nous ne savions pas les fondements. C'est une société de liberté. Ils ont expérimenté depuis longtemps le service militaire obligatoire. C'est comme ça, ils sont porteurs des armes. Et c'est constitutionnel. Oui, et bien sûr. Un Américain ne tue pas un Américain parce que c'est son compatriote. À la base, il faut un matraquage intellectuel, un endoctrinement. Le problème avec nous, c'est que nous évoluons quand un cas parce que, d'un point de vue idéologique, nous ne nous ressemblons pas. Voyez-vous? Mais lorsque vous regardez les Allemands, par exemple, ils se ressemblent depuis l'institution du service militaire obligatoire. Ils sont sérieux, ils sont caractérisés, je l'ai dit sur plusieurs plateaux, par une fierté allemande, par une forme d'estime de soi.
Ce qui fait même que cette estime de soi se déploie dans la tactique footballistique de la Mannschaft. Vous avez suivi la semaine dernière comment les Bayern de Munich a tricidé l'FC Barcelone. Et c'est fondé sur la supériorité raciale. Un Allemand, lorsqu'il trouve une fenêtre d'ouverture, mais il casse la baraque. Et quand vous regardez l'attitude de ce jeune homme, Joachim Kimmich, un gars de 24 ans, quelque chose comme ça, vous regardez un vieux qui est un gardien de but, un vieux qui est derrière là. Comment il s'appelle encore, le gardien allemand Lesquels des Bayern. Oui, les grands gardiens allemands. Bon, en fait, les noms vont venir, vous ne savez pas, vous ne suivez pas le football. Non, je suis Neuer. Je vais vous aider. Oui. Emmanuel Neuer. Emmanuel Neuer. Et vous regardez le coach allemand, vous regardez la chancelière, ben, ils convergent. Ils ont la même attitude. Un Allemand, lorsqu'il vous dit je viens à 12h, il vient à 12h. Des gars sérieux. Oui, ça s'apprend au service national, vous dites. Non, mais pas forcément. Enfin, ils ont expérimenté le service militaire obligatoire. Oui. On construit la citoyenneté, on vous apprend comment défendre la patrie. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas un cadre meilleur d'apprentissage de la défense, de l'intégrité territoriale de la patrie que dans un service militaire. Il n'y a pas un endroit meilleur qui puisse vous apprendre à devenir un cadre exemplaire, honnête et discipliné qu'un service militaire. Il y a un cours de civisme aussi. Non, mais c'est service. À l'université, dans toutes les années de comment ces cours sont dispensés? Et qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui? Mais qui vont dispenser ces cours-là les inciviques dans les services militaires obligatoires? Vous suivez, ce n'est pas des Martiens. Vous suivez sur les réseaux sociaux une jeune demoiselle qui passe, qui n'a pas du culot à insulter la première dame de son pays. Mais lorsque vous vérifiez dans son cursus, elle a suivi le cours du civisme. Donc votre cours de civisme, là, il est rudimentaire. Moi-même, une fois, quand j'étais encore jeune, j'en étais victime. Lorsque j'ai fait mon premier voyage, je vous ferai rire, à Paris, j'atterris sur Zaventem. Il fallait patienter 2 heures du temps pour prendre notre vol. Je suis allé dans un café, mais j'ai trouvé un afflux de gens, il y avait une file d'attente. Les gens se servaient. J'ai observé 15 minutes, 20 minutes, ils se sont servis. Et puis il y avait un vieux gars qui était là, qui attendait, il est resté seul. Je suis venu et je l'ai bypassé. Et même le serveur m'a interpellé. Et même ce vieux, il n'en revenait pas. Il était négativement sidéré. Il m'a dit, mais ma foi, comment tu fais ça? À mon âge, j'ai dû patienter, il y avait plus de 15 personnes, j'ai dû patienter. Pourquoi n'oses-tu pas faire comme moi? Et là-dedans, il s'est posé des questions existentielles. Qui suis-je, moi? D'où je venais? Et du fond de mon cœur, je me disais, qu'est-ce que je foutu, moi? Je ne pouvais pas lui dire en face d'où je venais. Je lui ai dit, du fond de mon cœur, monsieur, ne t'en fais pas, je suis congolais. Et chez nous, il y a la notion de l'ordre. On ne respecte pas l'ordre. La notion de l'ordre. Et même du respect de l'heure. Vous dites que la réunion est à 10 heures. Les gens vous arrivent à 14 heures. Oui. Tout ça, il faut formater l'homme congolais dans la discipline. Et c'est dans les services militaires obligatoires. Vous êtes au greffe, vous êtes avocat. Vous savez que cette matière, il faut déposer les pièces au greffe dans les 3 jours. Mais vous venez le jour même de l'audience et vous faites du cognac au greffier. Et lui-même, il acte comme si vous avez déposé dans les 3 jours. C'est de l'indiscipline. C'est un greffier, un fonctionnaire qui doit être limogé. Mais s'il sortait du service militaire obligatoire, très sérieux qu'il est, il te regarde, il dit, monsieur, oses-tu me corrompre pour la datation? Mais il porte l'affaire à la connaissance du Conseil de l'ordre et vous êtes radié le soir. Parce que vous avez rencontré un bâtonnier qui a fait ce service militaire obligatoire qui est sérieux. C'est comme ça qu'on crée la société des hommes intègres, ma foi. Oui, mais c'est une question de système ou une question d'individu. Parce que notre système, même si vous y injectez les services militaires obligatoires, on sent dans votre propos que le système n'est pas terrible. Donc, ça va se diluer aussi. Non, le système militaire obligatoire finit par se diluer par la force du temps. Si vous atteignez le point de maturation du civisme constitutionnel, c'est alors que le service militaire obligatoire commence à céder les pas au service national. Parce que le service national, c'est un segment du service militaire obligatoire. Oui. Voyez-vous, la France a institué pour la première fois le service militaire obligatoire en 1798, après la mort de Robespierre, lors de la grande démobilisation. Parce que il vous souviendra que la France, c'est à cette période qu'elle est passée de la monarchie à la République. Lorsque les guillotinaires étaient guillotinés à la place de la Révolution. Oui. Les Français ont dit, pour converger, garder l'unité nationale, il faut servir sous les drapeaux. Et même l'hymne national française, la Marseillaise est révélatrice. La Marseillaise, c'est un chant de guerre.
Ouais. un champ de bataille. Ouais. Lorsqu'il dit « Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie ». Mais même pour créer la révolte, les Français vous disent ben, « Voici ces marchands qui viennent de loin, ils veulent tuer vos fils et vos campagnes. Allons, marchons, citoyens, marchons, formons des bataillons. » Alors, nous les Congolais, est-ce que nous ne pouvons pas forger notre identité dans la puissance, dans la détermination? Quand vous rencontrez un Américain, il n'a pas besoin de savoir d'où vous venez. Il est citoyen américain. Il s'impose, il dit qu'il est citoyen du monde. Parce qu'il est caractérisé par un isolationnisme du type américain. Donc il est indispensable pour ta vie et pour l'humanité. Mais pourquoi on ne peut pas atteindre ces stades, même au stade de la contradiction? La citoyenneté, l'incrustation de la citoyenneté a produit une contradiction, j'allais dire, consolidée et rationnelle aux États-Unis, de sorte que même devant la Maison-Blanche, tous les jours, les gens y vont revendiquer. Devant la Maison-Blanche, pendant que vous et moi parlons, il y a des gens qui revendiquent devant la Maison-Blanche. Personne ne dira après qu'ils ont la haine contre les chefs de l'État. Alors, il faut construire la nouvelle citoyenneté. Très bien. Alors, parlons un peu de la comparaison entre votre proposition de loi et ce qui se fait ailleurs. Quelle différence, par exemple, avec Israël, par exemple, avec les États-Unis d'Amérique? Bon, la France, ils ont arrêté depuis un moment, mais avec ceux qui pratiquent déjà un peu les services militaires. Non, mais les nuances ne sont pas très étendues. En fait, même en Algérie, et ils parlent du service national, mais le fond, c'est le service militaire. Même en Tunisie. Et en Israël même, c'est une condition sine qua non de survie. Oui, évidemment. Évidemment, ils se disent, mais nous sommes entourés par des États arabo-islamiques. Si nos enfants ne sont pas en mesure de manier les armes, nous allons disparaître. Parce qu'ils sont un des rares pays à avoir vécu les affres de la disparition. En Israël, tout le monde et tous les hommes... Israël a disparu, vous savez. Oui, bien sûr. Et Israël est ressorti des radars plus tard. Oui. Mais c'est rare. Hein? Mais l'histoire des États renseigne que plusieurs États fragiles ont disparu. Les États des Balkans, l'ex-Yougoslavie n'existait plus. Aujourd'hui, la Lituanie vient d'insister depuis l'année passée, vient de réinstaurer le service militaire obligatoire après la prise de la Crimée. Lorsqu'ils ont vu que la Russie avait des visées territoriales, ils ont mis en place un service militaire obligatoire. Mais ils ne sont jamais allés combattre contre la Russie. C'est juste un effet dissuasif. Vous voulez savoir ce qui se passe ailleurs en Turquie? Oui, ça produit vraiment de l'identité Atatürk. Chez eux-mêmes, ils vont plus loin. Monsieur Ngo, je pense que vous avez des filles. Si vous n'avez jamais été au service militaire obligatoire, vous ne pouvez pas avoir la fille de quelqu'un. On ne vous donne pas une femme. Parce qu'on suppose que vous n'êtes pas mature, vous n'êtes pas aguerri. Le service militaire obligatoire vous permet d'être responsable et d'occuper de hautes responsabilités. Et en Irak même, à un moment donné, lorsqu'ils avaient institué cela, ils ont réussi à asseoir une dynamique non simplement d'émergence, mais également même dans la technologie nucléaire. Plus tard, Ahmadinejad, lorsqu'il quittait encore le pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit avant de laisser le pouvoir à son successeur? Je n'ai jamais oublié cette phrase. Il dit, écoutez, on peut tout dire sur nous que nous sommes un État voyou, mais nous ne pouvons pas laisser la République à n'importe qui. Il faut la laisser à un des meilleurs de nous tous. Il n'a pas dit au meilleur de nous tous parce qu'il est difficile d'en identifier. Il dit un des meilleurs de nous tous. Ça veut dire un ancien réserviste intelligent et réputé comme tel parmi tant d'autres. Donc, l'avenir de notre nation en est tributaire. Ce service militaire va orchestrer une révolution. Sinon, on va évoluer qu'à un quart. Si nous ne mettons pas d'accord sur la vision du monde, qu'est-ce qu'on veut? Je parle de la théorie des 3V. Qu'est-ce qu'on veut? Mais qu'est-ce que nous sommes? Vous allez, par l'action du service militaire, régenter l'espace politique. Si ce n'est pas l'inverse, plutôt. Non, mais justement, l'espace politique, ce n'est pas un espace des grands bandits des grands chemins, des malfrats. Il ne faut pas qu'à chaque fois que, lorsqu'on parle des questions de la République, qu'on puisse parler des questions de la République avec irresponsabilité. Il ne faut pas qu'à chaque fois qu'on vienne débattre des questions des politiques publiques, qu'on discute sur des faits de corruption. Il ne faut pas non plus qu'on vienne discuter sur la prédation. Alors la République a besoin des citoyens.
Ce concept a un sens, il a un contenu. Et ce n'est pas pour rien que le constituant a placé l'article 63 dans les chapitres relatifs aux droits et aux devoirs des citoyens. Donc, c'est un devoir patriotique, mais aussi un droit pour accéder à la plénitude de la citoyenneté. On peut faire partie de la population, mais tous ceux qui sont dans le peuple, dans la population, ou même dans le peuple, ne sont pas citoyens. Parce qu'il y en a qui en sont punis par les textes législatifs et réglementaires, et même par des décisions de justice. Oui. Il y en a qui en sont exclus. Les citoyens, ce sont ceux-là qui participent à la vie de la cité. Ils doivent être sains. J'ai une question qui me taraude l'esprit. Nous sommes un pays permanemment post-conflit. Permanemment. Ça fait au moins 2 décennies que nous sommes là-dedans, post-conflit. Et nous vivons pratiquement dans une guerre latente, un conflit armé permanent. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'intéresser à former, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont retrouvés par la force des choses, sous les rébellions, les mouvements armés, ainsi de suite. Pourquoi ne pas s'occuper de tout ce monde, leur donner une formation adéquate et dans une perspective de réinsertion? Parce que ça fait quand même beaucoup de monde. Non, mais regardez, la force d'une armée ne repose pas forcément sur le nombre. La force d'une armée, c'est la qualité, c'est l'intelligence. Aujourd'hui même, les Américains commencent de moins en moins à admettre, à envoyer leurs enfants sur le sol. Ça veut dire que sur les terrains du combat. Oui. Aujourd'hui, il y a des États qui commencent à utiliser des militaires robotisés. Oui, sans compter les drones, bien sûr, qui Et font une bonne partie de. Mais tout ça, là, ça se réfléchit où aux États-Unis? Dans le triangle militaro-industriel, qui est la résultante du service militaire obligatoire. Lorsque vous avez un génie militaire qui réfléchit sur l'avenir, sur comment protéger nos frontières, on sera en mesure d'être responsable de notre avenir et de notre devenir, d'être maître de notre destin. Donc, ce n'est pas un concept qui tombe en désuétude, les services militaires obligatoires. La France, c'est vrai qu'en 1996, la France a suspendu, la France a converti le service militaire obligatoire en service national, et puis plus tard, en 2002, la France a tenté de bannir. Aujourd'hui, la tendance converge vers le retour, même en Belgique. Macron en a fait une promesse de campagne. Cette promesse de campagne a porté Macron à la tête de la République. Lorsqu'il a dit, il a senti que la France commençait à baisser dans le civisme, la France. Oui, je comprends. Mais par rapport à votre projet, là où je trouvais qu'il va peut-être falloir les consolider, votre proposition de loi, c'est lorsque vous parlez du casier judiciaire de candidats potentiels. Pour parler de la France, la Légion d'honneur, la Légion étrangère plutôt. La Légion étrangère recrute une bonne partie d'étrangers, en tout cas en grande partie, des étrangers, et même des Français bien sûr. Et c'est vrai, on ne demande pas trop leur casier judiciaire, bon, même si on fait un point d'honneur sur ce qui est des crimes des sangs. Bon, la plupart du temps, les gens déclarent s'ils ont commis des larcins, ils ont fait la bagarre, ainsi de suite. Mais en gros, la Légion d'honneur, la Légion étrangère reçoit des gens de partout. Et pendant tout le service, ils changent d'ailleurs leur identité. Et au bout du service, ils peuvent revenir, ceux qui le veulent, rester citoyens français ou partir ailleurs. Non, mais je vous contredis tout de suite par rapport à la première assertion. Lorsque vous avez affirmé qu'il n'y a pas de casier judiciaire, non. Mais disait même le texte qui organise le service national. C'est une des conditions, le casier judiciaire, parce qu'on doit être certain de la moralité. Le service national ou la Légion militaire, la Légion étrangère française? Justement, et même la Légion étrangère française. À mon sens, cette question de la Légion étrangère n'a rien à voir avec le service militaire obligatoire. C'est autre chose, c'est une autre préoccupation. Ça, c'est une expression de puissance d'un État qui veut déployer ses tentacules à travers le monde. Un État qui veut faire une démonstration de force.
sa capacité de gérer d'autres États et de recruter ailleurs. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Nous ne sommes encore au stade embryonnaire. Nous devons nous construire comme État. L'État au Congo n'existe pas. C'est fort, ça vous décevra, mais au sens technique du terme. Quand vous regardez les 4 éléments, 3 éléments constitutifs, plus la souveraineté qui est un critère distinctif de l'État avec d'autres personnes des droits publics, vous remarquerez que tous ces éléments, la plupart, souffrent. Commençons d'abord par la souveraineté. Nous sommes un État qui est caractérisé par plusieurs poches de résistance, un foisonnement des zones ana-étatiques. La France n'en a pas. C'est-à-dire des espaces tampons où l'État n'a pas la possibilité d'exercer sa souveraineté. Où ce sont des seigneurs de guerre qui font la loi. Ça, c'est la caractéristique du Congo. Et plus fort encore, lorsque vous regardez la population, mais cette population, elle est diversifiée, mais elle n'est pas intégrée. Elle n'est pas attachée à son sol. Lorsqu'on dit qu'on tue à Beni, combien qui sont à Kinshasa par moment, certains s'en tapent. Lorsqu'on a perdu la plupart de nos frères Camerounais Sampou, qui tuait les Camerounais Sampou? C'était des Congolais entre eux. Nous sommes un des rares pays qui enregistre aujourd'hui près de 1 million de déplacés internes. Pour quel motif? Parce que l'État est fragile. Je vous ai dit tout à l'heure que les États peuvent disparaître. Cette fragilité peut constituer, n'est-ce pas, un point d'implosion qui risque demain, parce qu'on en a connu par le passé avec la sécession katangaise et du sud Kasaï, qui risque demain de renvoyer le Congo dans les adieux. Je ne sais pas si nous percevons la question dans le même sens. Mais moi, je vous ai posé la question de savoir, entre les militaires et les politiques, quelle était votre préséance. J'ai répondu à cette question, peut-être que vous n'avez pas suivi. Non, j'ai compris, mais nous revenons sans cesse là-dessus. Parce que votre proposition de loi, elle va rentrer dans quel environnement? C'est dans cet environnement de déliquescence que vous dénoncez. Donc, ça veut dire que c'est comme si vous jetez une grosse pierre dans l'eau. Bien, elle sera solide, mais elle va se noyer. Exactement. Cette question, ça vaut la peine. Parce que les services militaires proposent un cadre d'émergence, un cadre d'assainissement. Parce que tout ce qu'on peut dire, à l'époque, on a parlé des 5 chantiers, non? Et puis révolution de la modernité. Et aujourd'hui, on parlait des 100 jours. Mais où en sommes-nous? Donc les services nationaux, les services militaires obligatoires, l'État va au-delà même du service militaire obligatoire. C'est un mode de vie, un nouveau mode de vie de l'État. Justement, il faut donner une nouvelle fonction à l'État, une nouvelle identité à l'État. Mais vous n'avez pas l'envergure pour faire ça, il faut être chef d'État. Non, ça veut dire que c'est un texte, moi je fais mon travail, je joue ma partition. Et le gouvernement va jouer la sienne. Et le chef d'État va promulguer. C'est alors que le chef d'État va s'en approprier. Et ça devient les textes, ça fera date, ça sera historique. Et lorsqu'on posera la question aux Congolais demain, pourquoi vous êtes si sérieux comme ça? C'est à l'époque de Félix. Mais vous pensez que dans le contexte politique qui est le nôtre, c'est pas évident, hein? Mais ça veut dire que soit nous ne nous aimons pas, nous donnons l'impression de nous aimer, ou nous travaillons contre nous-mêmes alors contre nos propres intérêts. Comment nous pouvons admettre, nous restructurer, nous détruire à partir de l'intérieur? Oui, mais parce que ce que vous n'avez peut-être pas dit aussi, c'est que aujourd'hui, non seulement les gens s'identifient par rapport à leurs origines tribales ou que sais-je, claniques, mais aussi lorsque une loi est portée par un député Lamouka comme vous, ça sera différent que si elle est portée par un député Cash. Très bien. Ou un député FCC. Mais les députés Cash subissent ce que nous subissons, qu'est-ce que vous dites? Quelle est la proposition de loi de Cash qui est déjà passée? Aucune. Et bien, quels sont les ministres qui sont plus menacés par le Parlement? Les ministres de Cash. Mais qu'est-ce que vous dites? On est où là? Vous proposez une forme de jonction Cash Lamouka. Je ne suis pas dans cette dynamique. moi, je fais une invitation à nos amis du FCC et du Cash à comprendre les essentialia de la République. Et d'ailleurs, pour votre information, cette proposition de loi a été déjà vulgarisée depuis longtemps sous une autre forme par plusieurs acteurs. Moi également, j'en ai fait mon cheval de bataille.
N'est-ce pas? Mais bien avant moi, il semble que Vital Kamerhe, ce qu'on m'a dit, reste à vérifier, Vital Kamerhe disait qu'il allait faire de la RDC la Chine de l'Afrique, à travers le service militaire obligatoire. Mon président Jean-Pierre Bemba est plus d'une fois monté au créneau pour dire qu'il fallait discipliner les Congolais à travers les services militaires obligatoires. Bah, lui, c'est normal, il est un ancien rebelle. Non, vous n'avez pas à dire ça. C'est lui qui vous a sauvé pour que vous ayez cette constitution. S'il n'avait pas accepté la paix des braves, le Congo ne serait pas où il est. Et bon, plus encore... On s'est convenu que nous n'allons pas ouvrir cette brèche. Ça sont des querelles politiciennes. Oui. Et on m'apprendrait même que Jeannette Kabila, à l'époque, a tenté, parce que ça ne pouvait pas passer, parce que le Congolais n'était pas préparé à accepter une telle chose venant du FCC. Et hier, j'étais avec un des ministres d'ICACH qui m'a dit, mais écoutez, qui m'a révélé, je n'en savais pas parce que moi j'étais dans la campagne de la Mouka, que le chef de l'État l'aurait dit à l'est du pays. Et il le souhaitait bien, qu'un service militaire soit institué. Donc, les chefs d'État l'ayant dit, Jean-Pierre Bemba l'ayant proclamé depuis longtemps, Jeannette Kabila du côté FCC, et Daniel Mba aujourd'hui propose, j'ai entendu Billy Kamba le dire, donc ça veut dire que c'est le point de convergence de l'unité nationale. Bien. Alors, Daniel Mbao Soukissa, député national, j'allais dire, on va Soukissa à l'émission par là. Alors, maintenant, vous avez déposé votre proposition de loi. Elle est inscrite à la session de septembre. Justement, elle suit son cours normal. Oui. Elle est enregistrée, elle est envoyée au bureau d'études. Après observation, la proposition va être envoyée au gouvernement pour avis observation. Et le gouvernement va nous renvoyer la proposition pour examen des recevabilités et d'opportunités. Un examen général. Et puis le texte sera renvoyé à la commission PAJ, ma commission, la commission de loi, la machine de production des textes. Oui. Nous allons retravailler les textes et puis ça va rentrer en plénière pour une adoption définitive. Ah, mais il faut vous souhaiter beaucoup de courage parce il y a des gens, des députés qui sont plaints du fait que leurs lois n'ont jamais été... Non, mais je suis aussi initiateur d'une loi qui n'a jamais été traitée. C'est justement la conséquence. Pourquoi on ne traite pas nos lois? Pourquoi? C'est parce que dans notre main, nous ne sommes pas préparés à admettre la contradiction. Il faut un service militaire obligatoire. mais si nos amis du FCC étaient tous sortis du service militaire obligatoire, et d'ICACH, on comprendrait que l'opposition, en fait, est une nécessité dans une démocratie. C'est la post-génération du système. Les opposants ne sont pas nos ennemis. Les opposants, ce sont nos partenaires qui disent les contraires de ce que nous disons pour donner le mieux au peuple congolais. En tout cas, je voudrais vous croire. Voilà. Bon, nous allons terminer l'émission par votre credo par rapport à votre proposition de loi sur les services militaires obligatoires, mais votre vision de ce que doit être ces pays que vous allez communiquer peut-être aux 15, aux 18, 25 ans qui vous suivent. Bien chers compatriotes, vous savez que nous sommes la résultante d'une artificialité. Ça veut dire que nous avons été créés sans nous à la conférence internationale de Berlin. Et puis d'ailleurs, il y a des États comme la France qui continuent à revendiquer les droits de péremption sur nous. Et puis, comme vous le savez, nous sommes les dindons de la farce des États du monde entier. Nous sommes un État fragile, aux frontières poreuses. Nous sommes un État affaissé à partir de l'intérieur. Nous nous aimons, nous nous marions, mais nous ne nous votons pas entre nous. Il est difficile de voir un Congolais dans le contexte qui est nôtre, surtout après le 3e cycle électoral, voter ailleurs, ce qui est inacceptable. Nous sommes de la génération de la rénovation. Nous devons faire la politique autrement. Nous devons nous brasser, produire une identité culturelle spécifique et puis dégager une vision commune qui va permettre à la République de décoller. Donc les services militaires obligatoires, ce n'est pas une sorte de déboire. Les services militaires obligatoires, c'est un cadre de formation, d'émergence. Vous avez dit aux députés, est-ce que vous ne pouvez pas proposer des lois qui puissent toucher au social? Voilà une. Parce que les services militaires obligatoires vont déboucher à la création des emplois. Les services militaires vont travailler sur le fond d'un triangle militaro-industriel. Les jeunes gens des œuvres, entre guillemets et Koulouna, ils vont travailler dans la production, ils vont accroître la richesse nationale. Et les élites qui vont travailler dans les services militaires obligatoires, il y en a qui seront démobilisés, qui vont aller à l'étranger pour se perfectionner. Il y en a qui vont rester dans l'administration. Ça sera la condition d'accès à l'école nationale d'administration. Est-ce pas une aubaine pour la jeunesse? Donc nous devons renverser la tendance. Nous devons renverser la tendance, détruire la chapelle
et en construire une nouvelle. Une chapelle des valeurs, avec des Congolais forts. Si la génération qui nous a dévancés n'a pas pu, vous pouvez. Merci. Merci Daniel Mbao Soukissa, secrétaire national du MLC en charge des questions juridiques et droits humains. Il est constitutionnaliste, on l'a entendu sur ce plateau, député national élu du MLC. Merci à vous de nous avoir suivis de partout et à très bientôt. Au revoir.